bonjour à tous, aux 4-5 personnes présentes. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette journée. Donc c'est vrai qu'on arrive en fin de journée et que j'imagine vous avez arpenté les couloirs du salon. Donc c'est peut-être, en tout cas, c'est tant mieux si vous êtes. Moi, mon objectif aujourd'hui va être de vous maintenir avec moi jusqu'à la fin. Je me présente, donc Jean-Luc Lalande, je suis directeur marketing business développement d'SEW Usocom, travaillant dans cette entreprise depuis de nombreuses années, je pourrais dire décennies même. Donc en fait, on va traiter d'un sujet, alors il était peut-être pas tout à fait bien présenté dans le titre, ce n'est pas comment SEW a réduit sa consommation, pas uniquement en tout cas, mais comment SEW propose des solutions que nous avons mises en œuvre dans notre usine, mais également auprès de certains de nos clients, qui permettent effectivement de réduire de manière substantielle la consommation énergétique. Merci, bienvenue. Et donc, sans plus attendre, je vais démarrer une toute petite vidéo qui va être finalement un teasing qui va présenter les différentes étapes. Voilà, donc vous avez, en l'espace de 2 minutes, traversé l'ensemble des chapitres que l'on va aborder maintenant. Parce que pour faire des économies d'énergie, il ne s'agit pas de dire simplement je vais mettre un moteur IE4 ou un moteur IE5, ou parce que la norme me l'impose, je vais modifier la chaîne cinématique. Ça va bien au-delà, et ça commence d'abord par une expertise. Ça commence d'abord par une analyse approfondie de la machine, de la cinématique, de ce que vous voulez développer avec, de son temps de fonctionnement. Est-ce qu'elle travaille de manière temporaire, continue, cyclée ou pas? Des tas d'éléments qu'il va falloir prendre en compte. Donc c'est là où effectivement SEW a des décennies de savoir-faire qui vont permettre de faire la bonne sélection. Je reviendrai simplement un peu sur des éléments de contexte. On a d'abord effectivement un constat, c'est que l'industrie a besoin d'environ 40% de la puissance électrique qui est disponible au niveau mondial aujourd'hui. C'est donc un très très gros consommateur dans l'ensemble du besoin de la planète. Et on va dire que les moteurs électriques représentent à peu près 70% de l'énergie de l'industrie. Après, au-delà de ça, vous le savez mieux que moi, vous allez retrouver les systèmes de chauffage, les résistances, des systèmes inductifs, enfin, différents systèmes complémentaires qui vont permettre de faire du froid, par exemple, le compresseur, etc. On va retrouver les moteurs, bien sûr, et qui vont être la plus grosse part. Donc, on va dire globalement, au niveau mondial, 30% de l'énergie, c'est le facteur 0,4 par 70 par 0,7, va nous donner 30% de l'énergie qui est produite
est absorbé par des moteurs électriques. Ce qui est vraiment, justement, la preuve d'un gisement important d'économie. Donc, quand on fait un achat de moteur réducteur, ou de moteur plutôt, plus précisément, automatiquement, il faut se dire que derrière l'investissement, il y a une part de coût de possession qui est extrêmement importante, qui représente 80%, et 4/5, et que on peut dire plus globalement que parmi tous ces coûts, sur la durée de vie de l'équipement, ça va être l'énergie qui va représenter 90%. Hein, donc vraiment, ça explique à quel point cette notion de choix dès le départ d'avoir un investissement cohérent va tout de suite influencer toutes les années d'utilisation de l'équipement pour la suite. On a, comme je disais, au niveau de ce premier volet d'accompagnement, d'expertise, la sélection qui va devoir être faite. Alors nous avons des outils évidemment de sélection, des logiciels qui permettent de présenter le cycle, qui permettent de vérifier le coût total de possession, le TCO, également le retour sur investissement. C'est-à-dire quand vous changez de moteur, hein, vous passez d'un IE. On a beaucoup d'installations aujourd'hui qui sont équipées d'IE1, voire d'IE2. Si on veut passer en moteur IE3 ou voire en moteur IE4, eh bien on a une calculette qui permet tout de suite de vous dire votre moteur, vous allez investir dans tant de centaines d'euros ou tant de milliers d'euros. Le coût énergétique aujourd'hui, c'est tant du kilowatt ou tant du mégawatt. On l'intègre et on a la capacité de vous dire, si vous utilisez en 1.8, en 2.8, en 3.8, vous allez amortir sur 6 mois, 9 mois, 1 an. On est dans beaucoup d'exemples aujourd'hui, on arrive à des solutions à 6 mois. Ça paraît très, très court, mais le coût de l'énergie a tellement augmenté qu'on peut réussir à atteindre des investissements qui sont déjà amortis en 6 mois. Donc évidemment, on a aussi ce qu'on appelle un conseil énergétique EFI-Drive, des spécialistes qui sont des énergéticiens ou des automaticiens chez nous, mais qui ont des connaissances en énergétique et qui vont, au travers et avec l'utilisation de nos logiciels aussi, permettre, on y reviendra, de bien cycler correctement l'installation pour utiliser au mieux l'énergie. Donc en fait, vos avantages sont mentionnés ici. Hein, c'est vraiment de faire le bon choix de l'équipement, de la cinématique. C'est mesurable, puisque on y reviendra un peu plus tard, mais on peut très bien faire des avant-après. On fait une mesure avec un wattmètre ou avec un système de mesure quelconque. On installe le nouveau moteur ou la nouvelle cinématique, et puis on revient faire des essais et on constate immédiatement le gain. Sur le plan normatif, on a juste là une petite planche qui vous indique quelles sont les nécessités à ce jour, donc à partir de juillet 2021. On avait l'obligation donc d'avoir des moteurs IE3 de 0,75 à 1000 kW. Et puis sur les tout petits, c'est un minimum niveau IE2. On peut bien évidemment proposer de l'IE3, c'est notre cas. Nous, on propose de l'IE3, y compris sur les petites puissances. À partir de 0,12, nous sommes déjà en IE3, mais la norme ne l'exige pas. On a préféré être cohérent du début à la fin. Il y a un certain nombre de produits exclus, vous le voyez, notamment les moteurs à pôle commutable qu'on utilise de moins en moins, les 8 pôles, les 4 pôles, tous ces moteurs un peu spécifiques qu'on utilise encore un peu en levage, notamment ou sur des applications spéciales. Et aussi, nous avons également des exclusions en ce qui concerne les moteurs non ventilés, les moteurs totalement fermés, tous les moteurs qui sont directement intégrés dans une machine et que vous ne pouvez pas démonter, vous ne pouvez pas extraire de la machine sans casser la machine. Bon, c'est très rare dans le milieu industriel, ça se produit davantage dans le milieu grand public, mais enfin, il faut le savoir, vous pouvez avoir des pompes totalement, par exemple, où le stator est inclus dans la machine, si vous le démontez, vous ne pouvez pas le dissocier. Voilà, donc c'est juste pour faire un petit rappel réglementaire. Et vous avez une évolution qui va arriver très très rapidement maintenant, à partir de juillet 2023, pour toutes les fortes puissances. Alors je ne sais pas si dans la salle il y a des industriels qui l'utilisent parfois sur des process des puissances relativement fortes, mais à partir de 75 kW, vous aurez l'obligation d'avoir une proposition des moteurs installés en IE4. Ça sera donc, la norme va l'exiger, et il y a une révision de cette norme qui va voir le jour ensuite. Et on peut imaginer que l'IE4 sera certainement
aussi exiger sur des puissances plus faibles. À l'horizon de 2027, quelque chose comme ça, on aura la nécessité aussi de descendre plus bas. Alors ça existe déjà. Vous voyez que dans les propositions qui sont faites à gauche dans les produits SEV, on retrouve pour nous l'IE4 de 0,75 à 200 kW. C'est la gamme que nous appelons DRU, qui a été très récemment mise sur le marché et qui aujourd'hui répond à ce standard d'IE4. Donc la particularité de l'IE4, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est que c'est un système de moteur qui ne nécessite pas de mettre automatiquement un variateur de fréquence, un système de contrôle de vitesse. On peut avoir un moteur direct online, enfin direct sur le réseau. Voilà, c'est intéressant parce que parfois on veut passer à l'IE4. Alors certes, c'est un moteur qui est un peu plus gros parce que souvent il a un rotor un peu plus de cuivre, mais il ne nécessite pas forcément une installation avec variateur. Ça peut être intéressant quand vous n'avez pas la possibilité de faire une armoire, de modifier votre bâtiment technique. Voilà. Pardon, je reviens à l'envers. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le moteur en lui-même, c'est intéressant. On a une norme, hein, la 60034, qui va vous donner cette classe IE 3, 4, 5. Et puis, il y a également une notion qui a été introduite, le N50598, qui est la classe IES. Donc aujourd'hui, on prend en compte le variateur, le câble d'alimentation entre les deux et le moteur. Et on dit que l'IES doit permettre d'atteindre un niveau minimum 2, donc IE2 aujourd'hui, pour répondre aux besoins sur le marché. Toutes les solutions qu'SEW propose sont IES 2, et la grande majorité des constructeurs de variateurs aujourd'hui sont IES 2. Ça veut dire que les composants de puissance sont dimensionnés avec de faibles pertes pour éviter de chauffer, parce que évidemment si on chauffe les armoires, il faut ventiler les armoires et c'est encore de l'énergie perdue. Donc on est toujours dans ces systèmes IES2 en règle générale aujourd'hui, et ça on le vérifie à différents points de fonctionnement. On va pas forcément prendre que la vitesse 100%, mais on va prendre un point de fonctionnement à 70, à 50 ou à 25. Donc c'est un point qu'il faut prendre en compte. Et au-delà de ça, on a un système, nous on prône une efficacité sur toute la chaîne, ça va bien au-delà du moteur et du variateur, mais on inclut le réducteur, et même si vous avez une chaîne cinématique complémentaire, que ce soit une courroie, que ce soit une chaîne mécanique, il faut l'intégrer. Si vous avez je ne sais pas, un cardan, n'importe quel élément de transmission, il faut l'intégrer. Parce qu'évidemment, ça sert à rien d'avoir un beau moteur sur lequel on gagne 5, 6 ou 8% de rendement si vous avez un réducteur derrière qui ne tient pas la route. Et on peut avoir jusqu'à 30% de perte de rendement dans un réducteur si vous avez une mauvaise technologie, si vous avez des engrenages qui ne sont pas rectifiés, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. On y reviendra tout à l'heure plus en détail. C'est un peu, je reviens sur un point qui peut sembler un point de détail, mais le lubrifiant, c'est pareil. On a mis au point chez SEW des lubrifiants de très haute qualité. Alors on travaille avec un pétrolier, nous ne sommes pas pétroliers, mais évidemment on maîtrise parfaitement les engrenages. Ça fait 40 ans ou 50 ans qu'on taille des engrenages, et donc on sait ce qu'il faut comme particularité pour que l'engrenage d'abord se maintienne bien dans le temps, qu'il n'y ait pas d'usure, pas de pitting, et en plus qu'il apporte qu'on ait ce qu'on dit, on appelle un film qui se place, donc un glissement plutôt qu'un roulement entre les engrenages. Et on a mis au point des formules. Donc cette formule va permettre un meilleur rendement, évidemment, donc moins d'utilisation d'énergie à la sortie et une plus grande longévité. En plus, particularité pour ceux que ça intéresse, on a aussi une formulation low carbone impact à partir de biomasse. Donc on peut fournir aussi maintenant des huiles qui ont cette capacité. Je vais maintenant un peu plus loin sur la partie réducteur. Là, vous avez un échantillonnage de différents réducteurs. Certains pas SEW, d'autres SEW. Peu importe, on a des technologies très différentes. On va du simple roue et vis monotrain avec des roues et vis double train. On a un train primaire. Ce qu'on appelle un spiroplan, réducteur breveté par SEV. C'est un engrenage spiroïdal qui a l'avantage d'avoir un bon rendement en ayant une facilité, un usinage relativement facile et très peu de traitement après usinage. Ensuite,
on a les réducteurs parallèles ou engrenages cylindriques. Là, on a des trains droits et puis cycloïdaux, donc c'est très facile. Hélicoïdaux, pardon. Et puis les réducteurs à couple conique, qui sont aussi avec d'excellents rendements. Donc sur le petit graphe qui est à droite, vous voyez ce qu'on peut avoir. Alors peu importe en fait le détail, mais c'est pour montrer que quand on monte en rapport sur certains types de réducteurs, au-delà de 30, 50, 100 notamment, on peut avoir des rendements qui chutent très fortement. Ça peut aller vous voyez, on descend à 50, 60%. Si vous êtes plus qu'à 60%, ça veut dire que quasiment la moitié de votre énergie va être perdue. Elle va être perdue dans un échauffement du réducteur. Vous allez donc quelque part faire chauffer votre bâtiment. Alors si on est en plein hiver et que vous coupez le chauffage, c'est peut-être intéressant, mais si vous travaillez dans le froid, dans des ateliers qui devaient être à des températures constantes, c'est très gênant. On a des technologies, vous en voyez une en haut, c'est le W série 9, mais on aurait pu faire pareil avec le type couple conique, où on a un rendement quasi constant. On commence à descendre à partir de 100 à peu près, mais on est jusqu'à 100 de rapport, on est au-dessus de 90 de rendement. Et c'est quand même un rapport de 100, c'est relativement rare. On n'a jamais ça en matière d'agitation, on n'a jamais ça en matière de convoyeur. On commence à être sur des applications de levage éventuellement, ou des applications très particulières de mixeurs lents ou de choses comme ça. Donc faut voir que c'est très important d'avoir ça en tête et d'utiliser la bonne technologie. Là, on a juste mis un exemple. Vous voyez comment dirais-je, le SA47 à gauche, la colonne qui est tout à gauche. Vous avez SA47 DRN71, vous avez un moteur de 0,37 kW et vous atteignez 172 Nm. Je passe à la troisième colonne en partant de la gauche, WA39 DR71 MS4. Donc, vous voyez que là, vous avez mis un moteur de 0,25 kW et vous avez le même couple, 172 Nm. Ça veut dire que en mettant un moteur d'une puissance inférieure, d'une taille inférieure, on obtient le même couple simplement parce que le rendement est bon. Le rendement est bien meilleur. Donc la technologie qu'on peut utiliser là sur le réducteur, c'est colossal l'écart qu'on va avoir dans l'économie d'énergie à la sortie. Tout ça parce que dans certains cas, on a trop de frottement. C'est des technologies un peu anciennes. Elles peuvent avoir des petits avantages, mais elles ont surtout beaucoup d'inconvénients. Je vais venir maintenant rapidement au moteur. Sur la partie moteur, là on a différentes catégories, comme je disais, de moteurs. Alors le minimum qui est requis, qui est aujourd'hui nécessaire, indispensable, c'est l'IE3. On a dit de 0,75 kW à 1000 kW, c'est IE3. Alors, on l'a représenté là avec un variateur intégré, mais on aurait pu le faire sans variateur intégré. On a des solutions aujourd'hui qui existent, je l'ai dit, en IE4. Donc IE4, vous voyez que la norme va imposer 84,8% de rendement minimum. Et nous, on est sur des solutions qui avoisinent les 88, 87,6 à peu près. Donc on est sur des solutions largement au-dessus de la norme. Sur cette solution qui est la packagée. Pour le coup, on a un moteur avec son électronique intégrée. Et puis on peut aller encore plus loin. On va vers ce qu'on appelle le Movigear Performance, où là on a un tout. On inclut le moteur, le réducteur, l'électronique sur un seul composant, une seule solution, et on obtient un rendement qui est de 92-93%, alors que la norme impose seulement 87%. Donc on peut vraiment aujourd'hui, ça montre, offrir des solutions qui vont bien au-delà de la norme. Tout ça, je le répète encore une fois, ça se calcule. L'idée que nous avons, c'est bien évidemment pas de vous vendre un moteur IE5 si vous utilisez 10 minutes par jour, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si vous êtes en feu continu, si vous savez que vous avez une très forte consommation sur ce moteur, eh bien, il faut faire le choix de la puissance, du rendement, qui va vous permettre d'amortir très vite, de l'amortir très rapidement en termes de baisse de la consommation. Je vais juste illustrer un petit peu par un exemple qui d'ailleurs est local, évidemment. On a choisi une solution qui a été mise en œuvre localement. Donc un syndicat de Comcom qui s'appelle le Speedcom d'Alsace Centrale, donc qui a pour mission de gérer les déchets. Gérer les déchets d'un nombre d'habitants important, 132 000 habitants, une Comcom qui regroupe 90 communes,
Et donc, ce Smithcom a décidé, il y a 150 agents, hein, pour voir un petit peu la taille de l'entreprise, enfin de Climaxion qui gère. En fait, l'enjeu était dès 2017 de réduire la consommation énergétique. Donc, il y avait à l'époque une facture d'énergie totale de pratiquement 6 millions de kilowatts par an, ce qui représentait, au bas mot, vous voyez, et pourtant l'énergie n'était pas chère à cette époque-là. On n'a pas mis le coût du kilowatt, mais je pense que ça doit être dans les 7 centimes peut-être. Aux alentours de 630 000 euros, et on émettait 940 tonnes de CO2 à peu près. Hein. Donc, pour vous donner simplement la répartition dans les différentes énergies, l'énergie représentait un gros tiers. Donc, c'était 3,5% du budget global du Smithcom, et il y avait une volonté du président et des membres de ce comité de réduire considérablement de faire des économies. Donc, il a fallu décider de la mise en œuvre de solutions, et notre solution a été retenue, qui a été déjà de remplacer à l'époque des moteurs IE2 par des moteurs IE4. Donc en fait, on annonçait sur le papier 30% de consommation, de réduction de la consommation. Et finalement, après avoir fait des mesures, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut faire des mesures à différentes étapes, avant et après, c'est relativement simple. Eh bien, on a réussi à obtenir quasiment 35%. Donc, on a réduit la taille des armoires, parce qu'en plus, on a profité pour mettre les électroniques, comme vous le voyez, sur les moteurs. Donc, ça a réduit tous les variateurs qui étaient en armoire, ça a limité le nombre de câblages, on a réduit le nombre de références, on a eu plus de problèmes de câbles blindés, parce que quand vous avez un variateur qui est à 150 mètres, il faut mettre un câble blindé, il faut éviter les problèmes de CEM. Là, votre variateur étant en proximité, vous réglez toutes ces difficultés. On a limité le nombre de références, donc là maintenant c'est plus simple. On peut tenir en stock moins d'appareils, puisqu'on a un grand spectre de vitesse accessible, et avec un couple toujours constant. Donc en fait, on peut couvrir plusieurs applications. Et puis on a fait une surveillance anti-bourrage qu'on a pu récupérer en plus, parce qu'effectivement c'est des moteurs intelligents. Deuxième exemple, cette fois, c'est un exemple dans nos propres locaux. C'est sur Haguenau, et là c'est une solution assez simple qui a été mise en œuvre. C'est sur toute la partie GTB, donc le confort de chauffage qu'on voulait améliorer, la partie consommation évidemment en passant par le sujet, et puis améliorer le confort acoustique, parce qu'on avait des vitesses de moteur qui généraient des pressions acoustiques importantes. Donc globalement, quelles sont les économies qui étaient escomptées? Tout d'abord, un peu moins de maintenance à réaliser, améliorer la transmission mécanique. On voulait mettre la variation de vitesse qui permet effectivement, là c'est pour le coup vraiment le gros gisement d'économie, hein, entre 10 et 50%. Et puis on gagnait aussi un peu sur le rendement de la motorisation, comme je le disais, mais c'est l'intégration. Il y a la motorisation, plus on va revenir à l'IES2, là, le câblage et l'ajout de nos variateurs, qui a permis de réduire la vitesse des moteurs pour les adapter au flux d'air nécessaire dans le bâtiment. Et automatiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous réduisez la vitesse de votre ventilation ou de votre système qui va pulser le chauffage, enfin l'air chaud, automatiquement, vous allez avoir une réduction de la consommation qui est au cube de la réduction de vitesse. Donc si vous faites x 0,9, ce qui est le cas là, vous avez finalement une réduction calculée qui va être de l'ordre de 27% de votre consommation énergétique. Donc c'est quand même, on a réduit simplement de 10% la vitesse, la consommation réduit de 27%. C'est comme quand on vous dit baissez d'un degré votre chauffage dans votre maison, vous réduisez de 6% votre consommation, ou 7% votre consommation d'énergie. Mais ça va très très vite, quoi. Là, il faut quand même avoir ça à l'esprit. Des fois, 10% de flux d'air en moins, c'est vraiment pas grand-chose sur le confort, et la consommation, c'est énorme. Donc, si on a des ventelles, enfin, sur les systèmes mécaniques, c'est très difficile à faire, 10%. Si vous avez un système électronique, c'est très très simple. Donc là encore, ça se calcule. On dit, ok, je vais mettre des variateurs
combien ça me coûte, qu'est-ce que ça me génère comme travaux complémentaires, et puis combien de kilowatts je vais gagner, on le calcule, on a une petite formule, et à partir de là, on détermine tout de suite en combien de temps vous allez amortir. Là, en l'occurrence, c'était très simple. On a fait l'acquisition des moteurs, et des nouveaux moteurs, parce qu'on a quand même changé les moteurs au passage, hein, le variateur, la mise en œuvre et l'installation. Il y a aussi des composants qui ont été changés dans les armoires. Les coûts internes à SEV, Usocom, parce que forcément ça a créé des petits désagréments, tout ça. Il a fallu des plans de sécurité, des choses. Bon, et le coût de l'opération globalement c'est 91 000 €. Et de l'autre côté, vous voyez déjà, au niveau de la consommation, on est passé de 760 kW en puissance instantanée à 676. Donc la conso sur 3 mois, c'est déjà quasiment du simple au double. Et au global, on a un gain annuel qui est de 1 gigawatt 4, hein, donc plus de 120 000 €. Ça veut dire qu'en moins d'un an, on a payé déjà les 91 000 € d'investissement. C'est quelque chose d'assez colossal, on n'est pas toujours conscient. On a des ventilations qui tournent plein pot, un peu partout. Certains ont déjà franchi le pas, mais si vous avez des installations où vous connaissez des personnes qui sont susceptibles d'avoir des installations à modifier, faites-le. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et en plus, ce que j'ai pas inclus, c'est qu'on peut bénéficier souvent de C2E en complément, de primes d'État, qui sont en cours de redéfinition. Hein, la fiche Inde UT 102 ou Inde UT 114, qui sont des fiches spécialisées pour obtenir des C2E, sont complètement adaptées. Par contre, elles vont même être probablement renforcées. C'est en cours de négociation avec les organismes d'État, mais sans doute qu'elles vont être valorisées. Donc profitons-en. Je regarde un peu le timing. Donc après la mécatronique. La mécatronique, comme je le disais, on est sur ces systèmes compound où on a le moteur, l'électronique, et on va aller encore plus loin dans la capacité de rendement de ces solutions avec des moteurs qui sont toujours dans ce cas-là à aimant permanent. Quand on a un moteur à aimant permanent, on n'a pas d'énergie consommée quand le moteur n'a pas de charge. Un moteur basique asynchrone, ce qu'il faut savoir et qu'on ne connaît pas souvent, c'est que si je le mets là devant sur l'estrade, je le branche, il tourne à vide, hein, il consomme 65% de son courant nominal, à peu près. C'est-à-dire que vraiment, c'est un gros consommateur sans travailler. Vous mettez un moteur à aimant permanent, vous le faites tourner là, il va prendre 3%, presque rien. Simplement un tout petit peu parce qu'il faut faire tourner l'électronique de commande, mais presque rien. Il va simplement consommer au moment où on va lui demander du couple, de fournir du couple. Pourquoi ? Parce que dans le second cas, c'est les aimants qui font le flux. Dans le premier cas, il faut générer un champ tournant et on a besoin de beaucoup de courant rien que pour générer ce flux. Donc il faut l'avoir en tête, tous les moteurs synchrones, les moteurs à aimants sont vraiment plus intéressants sur des fonctionnements à faible couple résistant. Donc là on est toujours sur cette notion de compound, je continue, je ne vais pas détailler plus que ça, on y est allé déjà beaucoup. Quelques cas pratiques sur ces solutions totalement intégrées. On peut faire des économies d'énergie extrêmement importantes. Là on va jusqu'à 75%. Alors je peux parler de Soda parce qu'il y a une grande firme internationale avec laquelle on a fait des vidéos à nombreuses reprises, mais par exemple le groupe Coca, je ne sais pas s'il y a des concurrents de Coca dans la salle. Bon effectivement ils imposent aujourd'hui ces solutions IE5 Movigear depuis des années dans le monde entier parce qu'ils ont trouvé tout de suite l'intérêt sur leur ligne d'embouteillage. Donc il y a d'énormes gains. 75% c'est vraiment exceptionnel, on partait d'une cinématique qui n'était pas très bonne, mais 40 à 50% c'est très très souvent le cas. On a aussi dans la brasserie, alors là par contre on est beaucoup plus dans le pays de la brasserie quand même que du soda, mais on a aussi des brasseurs à travers le monde qui nous font confiance, ils sont nombreux. On a un cas concret là où on a mis 150 Movigear. Alors le Movigear c'est cette fameuse solution tout en un. Et du coup, on a aussi des rendements, alors un peu moins bons, mais enfin déjà très importants, de l'ordre de 48%. Donc quand vous êtes à 48% sur une chaîne qui tourne en continu, vous avez amorti en moins de 6 mois. En moins de 6 mois, c'est amorti. C'est assez dingue.
Là, on a d'autres cas de figure, d'autres exemples qui sont intéressants au niveau du convoyeur de bagages. Un convoyeur de bagages, ça tourne en continu. Que vous ayez dessus un bagage ou 50 bagages, alors, il commence à les arrêter. Mais souvent, ça peut tourner pendant des fois 30 minutes en continu, et puis vous avez des arrêts parce que les gars, ils dépotent dedans, ils laissent un petit peu de temps entre de l'eau parfois ou de chariot, et puis ça continue. Et là, si vous avez des moteurs asynchrone, vous consommez beaucoup alors que vous êtes presque à vide. Donc, on y veille, et là aussi, l'intérêt d'avoir des solutions mécatroniques comme ça, c'est qu'on ne va pas consommer dans les phases entre les bagages. Pareil, hein, de l'ordre de 35 à 45. Alors maintenant, on va passer dans un autre registre. On est sur le management de l'énergie. On va aller plus loin encore, c'est-à-dire qu'on a vu les premiers conseils qu'on peut donner sur la bonne cinématique. On utilise un lubrifiant de qualité, un moteur de très haute qualité, un réducteur avec des bons taillages d'engrenage, et on choisit Après, on va un peu plus loin. Dans la mécatronique, on fait toute une intégration, et puis maintenant, on va s'intéresser au pilotage de l'électronique. On va dire, cette électronique, on va peut-être pas en faire n'importe quoi. Il va falloir réfléchir à l'énergie. En fait, c'est un transfert. Hein. Comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bon, l'énergie, elle va passer du réseau électrique au moteur. Par contre, le moteur, dans certains cas, il va régénérer de l'énergie, comme fait la Tesla aujourd'hui dans le domaine grand public. Et cette énergie, qu'est-ce qu'on va en faire ? Pendant très très longtemps, la première des choses qu'on faisait, c'est qu'on brûlait tout dans une résistance de freinage. Ça se fait encore beaucoup. Hein. Vous avez un levage, on fait descendre la charge, qu'est-ce qu'on fait ? On fout une résistance, puis on fait tout cramer. Bon, c'est quand même un peu ennuyeux, sauf si je disais, comme on disait, on a des bâtiments à chauffer, mais souvent, non, parce que la résistance elle est à proximité ou dans l'armoire électrique, elle va faire chauffer l'armoire électrique, alors on va refroidir l'armoire avec une je sais pas, de l'air conditionné. Là, on est en train de faire on a réinventé les Shadocks, là, hein. C'est le système qui se mord la queue. Donc, on essaye de supprimer. Et si on supprime cette première solution un peu ancienne, on peut faire du réinjection sur réseau. C'est plus abouti aujourd'hui. Ça pas toujours très facile à faire sur des petites puissances, mais sur les grosses on a pas mal de solutions. Et puis, le troisième niveau qui existe, c'est de manager l'énergie en ayant des unités de stockage locales. On a des gros condensateurs ou des systèmes qui vont permettre finalement de stocker à une phase du cycle, et puis quand on en a besoin, on remet dans le pot commun pour un autre axe qui a peut-être besoin d'énergie à un moment. Donc c'est un véritable management. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va essayer de promouvoir maintenant de plus en plus. On va plus loin, on arrive vraiment à anticiper en fonction des mouvements qu'on doit réaliser la consommation d'énergie. On a un exemple ici qui est un transstocker. Alors c'est peut-être le plus simple pour illustrer, puisque vous avez un mouvement de translation, vous avez un mouvement de levage. Il va falloir combiner les deux pour obtenir le meilleur mouvement, donc la plus grande rapidité de mouvement et la meilleure efficacité énergétique. Ça va demander un peu d'algorithme, un petit peu d'intelligence. Et SEW, fort de ses 45 ou 50 ans d'expérience dans le domaine de la manutention, on sait ce qu'il faut faire justement pour réussir à consommer le moins d'énergie possible pour faire votre cycle. Donc, on a mis ça au point dans une solution qu'on appelle un MovieKit EFI-Drive. Un MovieKit, c'est quoi ? C'est un logiciel qu'on va intégrer directement dans notre électronique de commande. Donc, on a en général dans une armoire l'axe de pilotage de X, donc de la translation, l'axe Z, le levage. On va éventuellement encore avoir des fourches qui vont aller chercher le produit. On a des axes combinés. Bon, tout ça, on appelle ça une fonction Stacker Crane. Et l'EFI-Drive, c'est la fonctionnalité qui va permettre de dire je vais faire attention en fonction du cycle qu'on me demande, parce que l'automate de ligne va donner des points de départ. Hein, tu dois te rendre à telle case. Notre intelligence va se dire en se rendant à telle case, je vais démarrer éventuellement le levage tout de suite, faire en sorte que la translation démarre plus tard, au moment où mon levage sera déjà parti, pour pas que les deux mouvements soient simultanés. À la descente, toute l'énergie que je vais pouvoir récupérer du levage va me permettre d'amorcer ma descente simultanément, au contraire, pour que justement je utilise bien cette énergie dès le départ. On va vraiment faire en sorte de composer au mieux le mouvement. Donc là, ça s'illustre par des courbes, je ne vais pas les détailler plus que ça, mais c'est une particularité vraiment là d'un soft qu'on a mis au point,
qui vient se plugger sur notre proposition électronique. Alors, la restitution de l'énergie, je parlais de réinjection tout à l'heure, on en a l'illustration, hein, c'est vraiment la capacité de renvoyer l'énergie dans le réseau de l'usine. On évite d'envoyer des harmoniques, donc aujourd'hui on a évidemment les filtres, les systèmes qui vont permettre d'éviter de créer par rapport à votre réseau une génération d'harmoniques qui est néfaste, qui serait ennuyeuse peut-être pour le rendement global de votre installation et puis déclencher des défauts sur certaines machines. Donc là-dessus, on est parfaitement adapté et normalisé. Et puis, on peut soit renvoyer sur le réseau, soit faire en sorte, par un simple bus continu, sans parler du management global, hein, mais par un simple bus continu, de dire, si j'ai 3 ou 4 axes dans ma machine, l'axe d'à côté va pouvoir récupérer sur le bus, éventuellement, cette énergie. Donc, on a une mise en commun d'une bassine d'énergie, en fait, en quelque sorte. Ça, c'est un premier niveau. Et puis, quand on veut aller plus loin, comme je disais, on va stocker. Là, on va stocker dans ce qu'on appelle chez nous une solution PES. Alors, sur le stand, nous montrons une solution PES. Hein, elle est mise en évidence sur un robot, mais on peut aussi l'imaginer sur un transstocker, l'imaginer sur n'importe quelle machine. J'ai un cas concret où le client nous a demandé un stockage d'énergie comme celui-ci pour des raisons de sécurité. Lui, c'est qu'il faut que si la machine s'arrête, il faut vraiment qu'il y ait, on ne sait jamais, une micro-coupure, toujours. Vous pouvez vous retrouver à une mise en danger de la personne de l'opérateur. Donc, il a demandé un stockage d'énergie qui va durer 3-4 secondes, qui va permettre vraiment d'éviter que l'opérateur puisse être mis en danger. Et on a une sécurité totale à ce moment-là de finir le cycle proprement. Donc, c'est un élément. Et évidemment, l'intérêt de ce stockage, il est aussi que on va remplir cette bassine d'énergie, je dirais, au moment où on met sous tension la machine. Vous avez une grosse, un condensateur, un supercondensateur, donc vous allez pouvoir pomper sur le réseau avec un système qui avec des faibles câbles, de faibles sections, un faible courant. Et vous mettez peut-être 30-40 secondes à lancer, à charger totalement votre condensateur. Quand après vous allez démarrer un cycle qui va nécessiter beaucoup d'énergie, vous n'allez plus rien pomper sur le réseau, quasiment plus rien, puisque vous avez tout cherché dans votre réservoir. Donc ça va permettre de dimensionner beaucoup moins tout votre système électrique en amont, vos câbles, votre transformateur, un certain nombre de composants de sécurité éventuellement, hein, les coupes-circuits, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et le pic de puissance, on sait que c'est quelque chose de plus en plus qui est un facteur très, très important dans la facture énergétique, ou tout au moins dans l'abonnement, parce que un certain nombre d'opérateurs n'apprécient pas trop qu'on tire des kilowatts en crête, et donc vont vous surtaxer, puisque vous avez éventuellement des pics trop importants ou trop réguliers. Donc ça a tout de suite un impact sur votre abonnement. Bon, là on montre l'architecture, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça, hein, c'est simplement montrer qu'il y a une électronique de pilotage, différents composants qui vont transformer en 24 volts maintenu, l'unité de stockage, tout ça qui permet d'avoir effectivement à tout moment une énergie et une intelligence à bord de la machine. Même si vous avez une coupure, là en l'occurrence sur ce que l'on montre sur notre stand, on peut avoir une coupure d'une dizaine de secondes. Après c'est une question de, voilà, il faut un condensateur, ça coûte un certain prix, donc tout dépend de ce que vous avez besoin de faire. Mais on peut avoir des cycles longs qui sont maintenus, hein, sans problème. Et là, vous voyez simplement l'illustration au niveau de la section de câble. On a à droite une section de 35 mm², à gauche 6 mm², tout simplement en utilisant ces condensateurs. Hein. On va avoir effectivement plus besoin de dimensionner en amont. D'ailleurs, c'est même pas du 35, oui, c'est du 50. Je me suis trompé parce que, évidemment, on va tirer une énergie tout doucement au départ. Et après, on va pouvoir booster, demander un coup de booster. On ne tirera plus rien sur le réseau. Hein. Donc, c'est très important de le souligner. Et évidemment, ça va jusqu'à également votre transformateur en tête de ligne.
Alors les pics, l'économie d'énergie peut aussi être considérable parce que comme c'est un véritable management, le PES, on va vraiment, comme je disais, pouvoir utiliser toute l'énergie restaurée lors d'une descente de charge, par exemple. On va utiliser le transfert d'un axe sur l'autre. Et tout ça va permettre véritablement de réduire votre consommation très fortement. Donc, c'est un simple résumé là de ce que l'on peut gagner dans les 4 cases. D'abord en termes d'infrastructure, comme je disais, hein, le transformateur, les câbles, donc éventuellement les guides câbles, les frotteurs, tout ce qui va aller avec, les disjoncteurs et toute la ligne amont. Vous avez également, pourquoi pas, des capacités au travers de ces équipements d'obtenir des certificats à vérifier, mais dans les plans de décarbonation, dans les plans de C2E, on intègre ces solutions-là. Il faut vérifier auprès de France Relance, de l'ADEME, etc. Il y a des programmes qui sont en cours. Ensuite, je disais, auprès de votre opérateur, un gain, puisque si on arrive à réduire la puissance crête, bien souvent, on peut négocier un autre tarif. Hein, et quand on est dans un rapport 6, c'est pas négligeable. Vous voyez que là, on va sortir 156 kW en crête sur l'installation, en ayant besoin de tirer 20 kW sur le réseau. 20 kW. Parce qu'effectivement, on va demander ces 156 kW sur une période très courte, et c'est le condensateur qui va les donner. C'est tout. Et puis, globalement, la bonne gestion des cycles va permettre une économie directe. Mais ça, qu'on ait PES ou qu'on ait, je dirais, réinjection seulement sur le réseau, on arrive à la même situation. Hein. Les PES, je dirais que c'est un tout en un. Donc on arrive à ces 4 avantages sur une seule solution. Mais on aurait une réinjection seule, on aurait déjà ces capacités d'avoir 30 à 40% sur certaines applications de levage couplées à des translations. Donc voilà les 4 cadrans du gain énergétique qu'on peut réaliser. Et puis j'en ai terminé à peu près dans le timing. S'il reste une petite minute, je peux répondre peut-être à une question. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a une question? Parce que je pense qu'il peut... Ouais, il peut y avoir un micro peut-être pour le... Ouais, je vous écoute. Vous voulez dire un tiers à vitesse constante et un tiers de décélération. Et on optimise encore l'énergie consommée pendant le trajet. Est-ce que vous en tenez compte de ça dans vos algorithmes, justement, avec la montée et la descente? Oui, bien sûr. On l'intègre. Alors après, tout dépend de la course que vous avez réalisée, parce que si une course très courte, souvent vous faites que d'accélération, décélération. Quand on est sur une course longue, oui, on fait en sorte d'utiliser ça. D'accord, optimiser, oui. Voilà, on optimise comme ça, sachant qu'on n'est pas sur... là, on a présenté une courbe relativement simple où on est sur un trapèze. Oui, oui. Maintenant, on est souvent en sinus, voire sinus carré. Donc on a vraiment un mouvement qui est très arrondi pour être encore beaucoup plus soft, en fait. Donc on va lancer l'inertie de manière très très graduelle, quoi. Mais on est toujours sur ce cycle, un tiers, un tiers, un tiers. Tout à fait. Oui, enfin, si on quand peut, c'est possible, voilà. quand c'est possible. Quand c'est possible, le plus souvent, donc l'algorithme en tient compte. En tient compte, absolument. Ouais. D'autres questions? C'est possible d'avoir cette présentation? Je sais pas trop. Oui, c'est pour l'enseignement. Oui, bien sûr. Écoutez, je pense que y a rien de confidentiel. Hein. On pourra vous la mettre à disposition. Je sais pas comment vous l'envoyer. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que, du coup, j'enverrai un mail au monsieur après, mais... Les moteurs entre eux, non. Alors, en fait, vous avez vu, il y a des moteurs avec électronique intégrée. Par contre, dans ces électroniques, aujourd'hui, il n'y a pas d'intelligence. C'est vraiment quand même uniquement les variateurs. Mais on a des PLC, des contrôleurs, qui peuvent être décentralisés, qu'on met à proximité des moteurs. Hein, donc, on a aujourd'hui des contrôleurs qu'on a l'habitude de mettre dans les armoires, hein, qu'on arrive à mettre sur la machine et qui peuvent piloter un certain nombre de moteurs et éventuellement, je dirais, faire en sorte que l'énergie soit passée d'un moteur à l'autre. Ouais, ça, c'est des choses qui peuvent s'envisager par un contrôleur. Mais
en règle générale, on est quand même plutôt sur une intelligence en armoire sur ces solutions-là. Et en fait, c'est le bus dans le câblage qu'on a vu, hein, le bus des variateurs jusqu'à présent. Enfin, moi, j'ai pas vu d'exemple encore concret où on a réussi à passer l'énergie. Je pense que c'est faisable à travers ce contrôleur dont je vous parle, mais je l'ai pas vu donc d'exemple concret. On pourrait le vérifier avec un ingénieur chez nous, hein, si vous avez un exemple. Mais globalement, c'est quand même plutôt par le bus continu à l'intérieur de l'armoire qu'on va transférer les énergies d'un variateur à l'autre, donc d'un moteur à l'autre. Ouais. On n'a pas sur une architecture déployée, décentralisée. Je pense que c'est faisable, mais je l'ai pas vu faire encore. Ah oui, oui. En tout cas, au niveau d'une armoire où on a un contrôleur, comme je le montrais, on peut faire ça complètement. On peut vraiment. D'ailleurs, l'optimisation, je l'ai montré sur le transstocker, mais on peut l'imaginer sur n'importe quelle machine d'emballage ou autre. On peut dire, on va combiner les mouvements de façon à ce que justement on démarre les moteurs les uns après les autres. Si on peut le faire. Après, c'est une question des fois de mécanisme. On a du mal parce que il faut bien qu'ils démarrent ensemble, sinon on fait pas l'opération qu'on veut faire. Mais si notre opération elle peut se faire en plusieurs temps ou qu'on sait, on va faire en sorte de. Ça, c'est là où on a un dialogue avec vous. Parce qu'on nous, on sait ce qu'on est en capacité de faire avec notre logiciel, et puis vous savez ce que vous voulez obtenir comme finalité, finalement, comme montage, comme opération. Ouais. Mais on peut vraiment, c'est du logiciel, hein. C'est un logiciel paramétrable en plus, donc on n'a pas à faire de code. On va pouvoir très facilement dire, on démarre à telle séquence, c'est très très facile. Alors le rendement qui est indiqué sur les moteurs, vous voulez dire? Parce que ouais, sur les moteurs effectivement c'est à 100%, c'est en service S1, voilà. Alors S1 c'est 100% d'utilisation, hein. C'est pas forcément 100% de la vitesse nominale, hein. C'est vraiment c'est simple, voilà. Et on dit qu'on l'utilise 100% du temps. Après quand on est en S3 c'est qu'on l'utilise 30%. Mais effectivement le rendement, vous avez raison, est donné à la vitesse nominale. Par contre, on peut vous donner les rendements, nous, à toutes les vitesses. On a, voilà, à toutes les vitesses. C'est-à-dire que si on dit, on a 1,5 kW à 3000 tours, ou à 1500 tours, on peut vous le donner à 750 tours, on peut le donner à 400 tours. On a des ABAC qui nous permettent de connaître le rendement à chacune des vitesses. Il y a, en règle générale, une petite dégradation, mais elle n'est pas énorme, de quelques pourcents. Voilà, c'est quelques pourcents. Et quand on est sur variateur de vitesse, là, le rendement est le même quasiment à toutes les vitesses. Alors, sauf quand vraiment on descend très très bas, en dessous de 150-200 tours, mais vous avez sur une plage très large, hein, de 500 à 1500 tours sur un moteur, vous aurez le même rendement puisque vous êtes sur variateur. Là, on n'a plus on défluxe plus, donc on a le même rendement. C'est important à savoir. C'est aussi pour ça que c'est intéressant des fois de mettre un variateur, parce qu'effectivement, on sait qu'on on optimise notre rendement à toutes les vitesses. Voilà, exactement. Voilà, ben, je pense que je suis pas poussé par les autres personnes, parce qu'on est à la dernière conférence, donc c'est bien. Mais en tout cas, merci de votre attention. Je vous remercie beaucoup. Et puis, bonne soirée. Et puis, si vous voulez, je vous enverrai la présentation. Ça marche.